Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode du podcast d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai avec moi Yannick Alain. Yannick, tu es formateur, entrepreneur et conférencier. Tu es aussi auteur du livre Les gentils aussi méritent de réussir. Tu es président de la société Aimant à Opportunité à Toulouse. Et aujourd'hui, évidemment, on va parler un peu de ton parcours, un peu de tes difficultés. On va parler de ce concept, de la gentillesse, de beaucoup de choses que tu vas nous partager aujourd'hui. Yannick, bienvenue à toi dans le podcast Persévérance et bonjour. Hello, hello, Siam. Je suis ravi de me retrouver dans ce podcast Persévérance, puisque c'est vraiment une caractéristique qui m'a suivi toute ma vie, cette notion de persévérance. Écoute, je suis très heureux de parler de tout ça avec toi. Super, merci, bienvenue à toi. Alors, j'ai parlé un petit peu de toi, au fait, Yannick. Qu'est-ce que tu as à dire, en fait, un peu, voilà, à côté de tout ce que j'ai pu décrire, on va dire? Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire à propos de Yannick? Je sais Du pas, coup. toujours difficile de se définir, en fait, parce que par quel prisme on le prend? Est-ce qu'on le prend par ce que l'on fait dans notre travail? Est-ce qu'on le prend par quel être humain on est? Et il y a tellement à dire sur un être humain qui est complet. Ce que je peux te dire, c'est que je suis quelqu'un de plutôt simple. Je suis quelqu'un qui suis né à la campagne, toulousaine. Mmh. Euh, voilà, rien ne me destinait, si tu préfères, sur le papier, on va dire, à réaliser ce que j'ai réalisé, à devenir entrepreneur, à devenir conférencier international, à faire des conférences au Québec, un petit peu partout dans le monde. Mmh. Rien ne me prédestinait à ça. J'ai juste, je crois, au travers de ma carrière de commercial, euh, essayé et tâché de rester accroché à cette valeur de gentillesse et d'amour qui m'a été transmise par ma grand-mère, qui était très importante pour moi. Même contre vents et marées, même quand tu sais, quand on est enfant, la gentillesse, c'est une grande qualité. On dit à un enfant, sois gentil, et c'est très valorisé. Et puis, plus tu deviens adulte, et moins ça devient une qualité, je dirais même que ça devient presque un handicap pour beaucoup. Et du coup, j'ai essayé de naviguer avec ça sans avoir travaillé justement le concept de gentillesse. Moi, je le vivais tout simplement, et c'est tout. Mais à un moment donné, en fait, j'avais presque honte d'être gentil. Mmh. Et je crois que ben voilà, j'ai eu raison aujourd'hui, maintenant voilà, que j'ai un peu de recul maintenant, évidemment, mais c'est toujours facile quand tu as du recul, mais c'est quand tu n'as pas de recul que c'est plus dur. C'est Du coup, c'est de dire en fait non, la gentillesse, non seulement n'est pas une entrave, non seulement n'est pas un handicap, mais en plus peut être une très grande aide pour t'aider à réussir. En tout cas, réussir, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot réussir, mais je crois réussir dans le sens large du terme. ouais, ça l'a été pour toi pendant enfin, tout au long de ton parcours, Yannick? Ça a été. Oui, non, j'ai pas tout le temps réussi, hein. Je sais pas si la question, c'était le sens de ta question. Non, j'ai pas toujours réussi, c'est certain. Mais par contre, ouais, je sais que c'est une valeur sur laquelle j'ai jamais voulu faire l'impasse. C'était pas possible pour moi de ne pas être prévenant vis-à-vis des humains avec qui j'étais. C'était pas possible pour moi de penser uniquement à moi et à mes opportunités personnelles et à faire preuve d'opportunisme, mais au contraire, en fait, de co-créer tout ce que je faisais quand je vendais des produits, des programmes. C'est l'idée de dire comment est-ce qu'on peut co-créer ça et apporter un maximum de valeur aux gens. Comment est-ce qu'on peut les aider à prendre des décisions intelligentes pour eux, même si c'est pas forcément dans notre intérêt toujours la réponse. Et tu Ouais. t'aperçois que quand ton intention elle est tournée vers l'autre, ça te revient fois 10 de toute manière, à un Mmh. moment donné. Mais peut-être pas de suite. Et des fois, c'est pas évident. Ouais, une très belle valeur en tout cas. Les gentils ont aussi le droit de réussir selon toi, Yannick? Parce que tu sais, quand on parle de fait, de gentillesse et puis on parle de réussite, on a l'impression que c'est pas très compatible, en fait, dans la vie, voilà, dans le Complètement. monde, on va dire, dans lequel on vit. Voilà. Est-ce que Oui, les gentils ont vraiment le droit de réussir, en fait? bah, évidemment, faut lire mon livre pour Oui. ça, pour avoir la réponse. Non, mais je plaisante, je vais la donner la réponse. Évidemment que oui. Je dirais non seulement les gentils ont le droit de réussir, mais je pense que les gentils se doivent de réussir aussi. Et se doivent de se donner cette mission parce que il y a des activités professionnelles qu'on a prêtées, on va dire, aux gens qui étaient dans l'opportunisme. On va dire dans l'inconscient collectif, hein. Je parle de la vente, je parle du réseautage, des affaires en général, du business. Ce sont des choses qu'on a prêtées, on a dit, écoutez, ces activités-là, on va les donner aux gens qui savent se couper de leurs émotions, voilà, qui ne sont pas des mauvaises personnes en soi, hein. Je ne sais pas du tout ce que je, voilà, mais en tout cas, qui sont très peu connectés à leur cœur et à leur gentillesse, ou en tout cas, pas dans les affaires. Et je crois qu'on a besoin de plus en plus d'entrepreneurs conscients. On a besoin de plus en plus de vendeurs conscients, de personnes qui, justement, misent sur du long terme. La politique de la terre brûlée,
C'était une politique qui fonctionnait à une époque parce qu'il y avait beaucoup de terre à brûler, mais aujourd'hui, le monde est limité. Et donc, je crois que c'est plus une bonne chose en fait que d'être dans cette politique-là, de cramer des secteurs, de ne pas être éthique dans notre manière de vendre, dans notre manière de proposer nos programmes, nos services. Je crois que la vente est neutre. Je crois que le business, il est neutre. C'est juste ce que l'on fait derrière qui n'est pas neutre et la personne qui pilote derrière qui n'est pas neutre. Et donc, au travers de ça, je crois juste que les gentils doivent se donner l'autorisation aujourd'hui de réussir à leur manière, en Mhm. gardant leurs valeurs, pas se transformer en aigris du business et en des personnes, on va dire, qui ont des attitudes en fait qui vont à l'encontre de leurs propres valeurs, mais au contraire en fait de dire voilà comment est-ce que je peux réussir en gardant mes valeurs de gentillesse tout en sachant aussi m'affirmer parce que la gentillesse est un fabuleux mot refuge. C'est un Mhm. mot dans lequel on met tout. C'est-à-dire que je suis trop gentil pour réussir. Tu sais, je n'ai pas pu réussir, je n'ai pas monté les affaires. Tu sais, je suis trop gentil. Mais arrêtons de se cacher derrière la gentillesse. La gentillesse n'est pas le manque d'affirmation de soi. La gentillesse n'est pas nos peurs. La gentillesse n'est pas. Personnellement, je n'ai pas envie de vivre dans un monde dans lequel il n'y a plus de gentillesse. Je ne sais pas toi, mais moi, Ouais. j'ai pas envie. Même si c'est une qualité qui, a priori, n'est pas bonne pour le business, a priori, je dis bien parce que non, je démontre tout le contraire dans mon livre. Non, j'ai envie de vivre au contraire dans un monde et j'ai envie d'élever mes enfants, d'élever, voilà, de léguer au monde, on va dire, et aux gens qui sont dans le monde, un monde dans lequel la gentillesse, au contraire, a avancé, dans laquelle elle est valorisée. Parce que je pense qu'on a tous eu affaire à un moment donné à des, des leaders, des vendeurs, des businessmen preneurs. Là, les vendeurs preneurs, des leaders preneurs, des businessmen preneurs. Et je crois qu'aujourd'hui, on est à une ère dans laquelle on doit avoir affaire à des vendeurs givers, donneurs, à Mhm. des leaders donneurs, à des businessmen donneurs. Et plus tu es là-dedans, et mieux ça fonctionne. Tu rencontres mieux ça fonctionne, surtout dans le temps. C'est-à-dire que moi, je ne cherche pas à être un businessman ou un entrepreneur ou un vendeur, parce que c'est ce que je fais, ça fait partie de ma fonction aujourd'hui d'être un vendeur qui est un vendeur preneur. Je veux être un vendeur d'honneur. Et un vendeur d'honneur, c'est un vendeur qui fait à la fois énormément de bénéfices, qui se fait une très bonne réputation Mhm. et qui dure dans le temps. Et moi, c'est ça que je veux, en fait. C'est ça, tu sais, Henry Ford disait, les deux choses les plus importantes Mhm. d'une entreprise ne figurent pas au bilan pour un petit peu taquiner les rois des chiffres et de la finance. Et il Mhm. disait, c'est sa réputation et ses hommes. Et je Mhm. crois qu'avant tout, l'aventure entrepreneuriale, c'est une affaire d'hommes, d'humains, je veux dire plutôt d'humains, excuse-moi, d'humains, pardon pour la misogynie, mais voilà, c'est une affaire d'humains avant toute chose et, et une affaire de réputation. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vois qu'une entreprise, elle dure depuis des années, que la personne, elle est sur le marché depuis longtemps, qu'elle a bonne presse, bonne réputation, c'est bon signe. Surtout à l'ère C'est de qu'il la y a, note sur YouTube ou sur ouais, Google. ouais. C'est qu'il y a en fait des valeurs derrière dans l'entreprise, en fait, c'est ça. Je crois, oui, les valeurs, je crois que c'est important. Quelque chose, j'aime bien dire en fait que si tu n'as pas de valeur, enfin, si tu n'es pas raccord avec tes valeurs, tu n'as pas de valeur. En fait, c'est compliqué en fait. Mhm. Ouais. Et les valeurs et la valeur, c'est pas pour rien que ça s'appelle la valeur Mhm. pour moi. Mhm. Et les valeurs, c'est au-delà du chiffre d'affaires, au-delà du business, au-delà de la réussite financière. Parce qu'on accroche souvent la réussite à la finance, mais ce n'est pas que ça la réussite. Mhm. Tout à fait. En parlant de valeurs, ouais, enfin, je partage avec toi la même idée et puis, si on n'a pas de valeurs, en fait, on s'empêche d'être dans la continuité, en fait, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans un autre domaine, en fait. Quand tu as parlé, en fait, de la vente et cetera, on a besoin aussi en fait, de tisser des liens avec nos clients et puis avoir de beaux liens, en fait, pas juste tisser ces liens, en fait, c'est bien, voilà, bien les nourrir aussi avec le temps. Mais c'est ça, en fait, quand je dis que l'entrepreneuriat pour moi, ou la vente, ou la vie professionnelle est avant tout une aventure humaine, c'est ça. C'est le Mmh. lien que l'on crée. C'est la confiance que l'on arrive à obtenir des autres. C'est la confiance que l'on donne aux autres. Ouais. Aussi, la confiance que l'on donne aux autres. Et je crois que c'est un élément qui, pour moi, c'est ça la réussite. C'est quelle est ma capacité à obtenir, en tout cas pour moi, hein, chacun a sa définition, hein, mais pour moi, c'est la capacité que j'ai à faire confiance aux humains, aux bons humains, et donner ma confiance aux autres, et puis surtout, ma capacité à obtenir la confiance des autres, et Mmh. surtout en prendre soin de cette confiance. Mmh. Je crois que la confiance est quelque chose de très fragile, Ouais. euh, qui est très difficile à obtenir,
et qui est très fragile. Et donc, du coup, et qui pourtant qui est, pardon, immensément précieuse. C'est Mhm. c'est- c'est la chose pour moi l'une des choses les plus précieuses que l'on puisse obtenir de quelqu'un, sa confiance. Mhm. C'est ce que tu as fait quand tu m'as invité sur ton podcast. Tu m'as fait confiance, tu m'as vu au travers du réseau, tu as voulu m'inviter. Moi, je t'ai fait confiance aussi pour me dire, bah, tiens, je vais lui donner du temps parce que bah, elle a l'air bien, cette fille, elle a l'air de faire son job comme il faut. Ça a l'air d'être une belle humaine. Ça a l'air d'être, voilà. Et je me dis, bah, tiens, faisons un bout de chemin à travers de ce podcast et peut-être un autre bout de chemin par la suite. Moi, je suis. Tout à fait. Et pourquoi pas? C'est très beau ce que tu dis, Yannick. Alors, Yannick, en fait, tu as fait un parcours, alors évidemment on va dire dans le commercial, tu étais commercial pendant longtemps, j'ai vu ça. Et puis tu étais directeur commercial, donc tu as dû gérer, manager toute une équipe. Et comment réussir une vente selon toi? Parce que là, tu m'as parlé de vente, et puis je voudrais bien savoir, en fait, toi, sur quoi tu te bases quand tu vends? Parce que j'ai regardé une vidéo, en fait, de toi où tu as raconté un petit peu ton parcours et tes difficultés. Voilà, parce que quand t'es pas honnête et correct avec, voilà, en fait, l'acheteur, voilà, c'est peut-être la conscience qui parle un petit peu derrière. Et puis, voilà, sur quoi tu te bases aujourd'hui quand tu vends ton produit ou ton service? C'est difficile de répondre à cette question sur quoi je me base, parce qu'il y a tellement d'éléments ça pourrait dire très, ce serait infini, Humainement? tant je suis bavard. Mais euh, ce que je peux te donner en termes de grands principes par rapport à la vente, c'est que la vente, c'est ta capacité à démontrer à une personne que tu es meilleur pour résoudre une problématique. Mmh. D'accord? Donc, c'est identifier la problématique de la personne et dire à cette personne et être intrinsèquement convaincu que tu es la meilleure personne pour résoudre cette problématique pour cette personne-là. À partir du moment où tu pars de cette certitude-là, tu vas dire à la personne, essayer de faire comprendre à la personne que tu es la meilleure personne pour ça. Et il y a une espèce de double intérêt, en fait, dans la vente. En fait, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que euh, euh, tu as besoin, en fait, tu as un intérêt personnel à vendre quelque chose. L'intérêt personnel, c'est si tu es un commercial, eh bien d'avoir un meilleur salaire. Et si tu es, on va dire, un entrepreneur, c'est de faire grandir ton entreprise, c'est de faire des bénéfices pour que ton entreprise tu puisses investir, voilà, te payer une assistante, un toit, un loyer, tout ça, pour arriver justement à ça. Et l'idée, c'est de prouver à ton client que la valeur que tu apportes vaut le surcoût que tu proposes. En fait, en tout cas, le Mmh. prix que tu proposes. Mmh. Et je crois qu'en fait, l'acte de vente réussi est un acte quand le client a compris que la valeur que tu lui apportais valait le prix que tu lui demandais et que dans la livraison, c'est-à-dire dans la manière dont que tu as eu de livrer, tu as tenu tes promesses et plus encore. Et je crois que c'est ça, en fait, la notion de vente, d'une vente réussie, une vente éthique. C'est une vente dans laquelle tu as mis dans la tête de ton client une valeur qui était supérieure au prix que tu lui as demandé, sinon la transaction ne se fera pas. Et surtout, que la livraison de ton produit, ton client soit non seulement en ait eu pour son argent, mais en plus en ait eu encore plus pour son argent. Mmh. Et si tu arrives à faire ça, tu as un acte de vente réussi pour moi, dans tous les sens du terme, parce que tu as un client satisfait, tu as de la marge pour ton entreprise, Mmh. et c'est super. Et tu as tout ce qu'il faut pour grandir et évoluer. Et tu te fais une bonne réputation. Mmh. Tu un client plus que satisfait là. Oui, oui, c'est ça, mais tu sais, c'est ça, la vente, c'est sous-vendre et surdélivrer. Mais Mmh. vendre suffisamment, en tout cas vendre suffisamment bien pour que la personne perçoive cette valeur-là. Et Mmh. il y a toute une notion entre la valeur et la notion de prix. Le Mmh. prix, c'est quelque chose de tangible et c'est OK. C'est un petit peu comme, tu sais, si je te donnais, on va dire, imaginons, Siem, qu'on se rencontre et basiquement, hein, pour t'expliquer le concept de valeur et de prix, Ouais. je te dis, Siem, j'ai un billet de 5 euros dans ma poche et j'aimerais te l'échanger contre ton billet de 50 euros que tu as dans ta poche. Mmh. Est-ce que tu veux bien faire affaire avec moi? Mmh. Oui, logiquement. Si moi j'ai 5 euros dans ma poche et que je te demande 50 euros Ah à 5 toi? € tu as dit? Ah pardon, je sais pas. Non, non, Ah non. non, bah Moi j'ai non, 5 bah euros, non. 5 euros, et je Oui, te oui, dis, oui. Siam, je Non, voudrais échanger 50 euros avec toi. c'est pas intéressant, bah oui. Bah, c'est pas intéressant, de se dire, bah non, c'est nul. Bah J'ai oui. j'ai 20 euros dans ma poche.
Mmh. et je veux te l'échanger contre un billet de 20 €. Ouais, généralement, c'est comme ça. Mmh. Ouais, c'est moyen, moyen, hein. Tu te dis, bon, ben, Voilà, c'est c'est quoi ça, l'intérêt du projet? C'est quoi l'intérêt? OK, ça, c'est ce que tout le monde c'est essaye de ça. faire, C'est quoi évidemment. l'intérêt? Tout à Par fait. contre, si je te dis: «Siam, j'ai 50 € dans ma poche, je te l'échange contre un billet de 5 €». Mmh. Bah oui. Ah bah là, tu vas me dire: «Oui, OK. je me jette sur toi, mais oui, évidemment, je veux et j'en veux plus encore». OK, parce que je suis en train de faire une bonne affaire. Ouais, En ouais. gros, ce que l'on veut générer dans l'esprit de notre client, dans la vente, c'est ça. Mmh. Et la valeur que je veux te proposer, évidemment, on n'échange jamais des billets pour des billets, voilà, où il y a toujours une commission quelque part qui traîne. Hem, Ouais. mais je veux dire, comment est-ce que je peux proposer ça à mes clients? Donc ça veut dire qu'on doit être sur-obsédé quand on Ouais. vend quelque chose à se à se convaincre que la valeur que de ce qu'on propose est incroyablement est Par incroyable. rapport oui, oui, par rapport au coût et ou au prix. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, Mmh. exactement. Très bien. Hem, Yannick et toi, en fait, parlant, on va dire, de gentillesse, elle joue quel rôle ici, précisément, la gentillesse lorsque tu vends, en fait? Quand Beh, je crois que la gentillesse, en fait, avant tout, une vente, c'est une aventure humaine aussi. C'est-à-dire que tu vas à la rencontre d'un humain ou de plusieurs humains et mmh, l'idée, c'est quand on est en entreprise, en fait, c'est très difficile, en fait, de connecter avec le cœur des gens. ouais, On a beaucoup plus affaire aux fonctions des gens. On a affaire à je suis, chief, officer manager, top of the world. Ça me rappelle mes années chez Microsoft, Toshiba et tout ce monde ouais, corporate, dans lequel j'ai évolué pendant un moment. ouais. Hem, je me définis non pas au travers de l'humain que je suis, mais au travers de la fonction que je représente. Du poste. Ouais, Et de et et pour moi, la gentillesse permet d'accéder au-delà de la fonction, mais à l'humain qu'il y a derrière la fonction, à l'intérieur. à l'intérieur justement. Et quand tu as accès à ça, qui est Mmh. un endroit évidemment, éminemment précieux, Mmh. chez la personne, pour moi, tu peux remporter tous les business du monde parce que tu as connecté humainement à la personne. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'ultra important d'arriver à faire ça. Alors des fois, tu y as accès, parce que la personne reste dans sa fonction et c'est compliqué, mais tu peux accéder à certaines parties. Et pour moi, du coup, la gentillesse, c'est comme une clé qui ouvre le cœur des gens. Mmh. Et c'est pour ça que c'est une valeur qui est très importante, et tu sais, en fait, c'est une grande responsabilité que, d'ouvrir le cœur des gens avec cette notion de gentillesse. Et je suis un fan de Marvel. Enfin, tu le vois autour de moi, tu vois? Je sais pas s'il y a une vidéo qui sortira, mais tu vois? Ouais, J'ai plein de figurines Marvel, tout ça et tout, ouais. parce que j'aime Oui, je beaucoup vois. la notion de super-héros. Mmh. Et on pourra peut-être en parler si tu veux, mais c'était pas le sujet. Et Oui. dans les Marvel, il y a un super-héros que j'aime beaucoup qui s'appelle Spider-Man. Et Mmh. quand Spider-Man découvre ses pouvoirs, son oncle, Ben Parker, lui dit, parce que bah, Spider-Man, c'était un gars, en fait, en gros, à qui on piquait le goûter à la récré, tu vois. Et en fait, son oncle Ben Parker, en fait, lui dit, tu sais, parce que du coup, il découvre ses pouvoirs et il casse la figure à un de ses camarades qui l'embête. Et son oncle lui dit, tu sais, je sais pas ce qui se passe dans ton corps, ce qui se passe en ce moment pour toi, mais un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Mmh. Et, Ouais. c'est une grande leçon, en fait, de Ben Parker à son neveu. Et en fait, tu te rends compte que cette phrase-là, elle a énormément de sens, mais elle a énormément de sens aussi à l'inverse. C'est-à-dire qu'une grande responsabilité donne aussi un grand pouvoir. Et Waouh! plus je prends la responsabilité, plus j'ai un grand pouvoir. Et donc, cette responsabilité de gentillesse et d'ouvre-cœur que j'ai, elle nous donne un très grand pouvoir. Et Mmh. ce pouvoir-là, il faut pouvoir, on va dire, justement, l'utiliser en tout cas dans l'intérêt aussi du client. Ouais. Et dans l'intérêt, en tout cas, de la personne que l'on convainc. Dans l'intérêt de l'humain, ben voilà, Que que tu je, as face à toi. Mmh. que j'ai devant moi, en face à moi, absolument. Ouais, ouais. Mmh. Très bien. Tu parles aussi beaucoup d'intelligence relationnelle. Voilà. Oui. Quand je te dis intelligence relationnelle, qu'est-ce qui vient tout de suite à ton esprit, Yannick? Bah, moi, ce qui me vient, l'intelligence relationnelle, c'est notre capacité à nous connecter aux uns et aux autres et à communiquer avec eux. Et quand on est intelligent relationnellement, pour moi, Mmh. heu, il y a en fait cette habileté, c'est comme si on avait, une sorte de permis de conduire, de Ouais. communiquer avec les gens. Les gens, eux, la plupart du temps, ne sont pas forcément sensibilisés à l'intelligence relationnelle, à l'intelligence de communication, à l'intelligence de la vente, à l'intelligence du business, parce que l'intelligence relationnelle regroupe tout ça.
Mmh. L'intelligence relationnelle, c'est les communications interpersonnelles, mais au travers de tous les éléments de notre vie, dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple. C'est dans toute notre vie, en fait, on a besoin de développer cette intelligence relationnelle pour apprendre à nous connecter aux égos, aux personnalités des autres et aux gens. Et plus on fait preuve d'intelligence relationnelle, et plus pour moi, notre vie est douce et ça nous apporte énormément d'abondance. Mmh. C'est assez hallucinant. Et l'idée, c'est de ne pas développer l'intelligence relationnelle pour l'abondance et pour avoir de l'argent, mais développer de l'intelligence relationnelle parce qu'on aime les gens, Mmh. parce qu'on aime les humains. Et si tu fais ça pour ça, de manière totalement automatique et naturelle, eh bien, Ça va être il y a, fluide. Ouais. ça fluidifie tout, en Ouais. fait. Mais Ouais. être intelligent relationnellement, c'est aussi se retrouver face à soi-même. Je veux Mmh. dire, c'est aussi par moment estimer quelque chose qui n'est pas juste, vouloir nous aussi réagir parce qu'on réagit à quelque chose qui nous est arrivé et qu'on trouve injuste. Et tu sais, j'ai beau parler d'intelligence relationnelle, beaucoup, moi le premier, par moment, je ne sais pas gérer l'émotion qui est sur le moment. Et je me mets à mal communiquer, mais plein de fois. Combien de fois je communique mal? Mais énormément de fois. Et je crois que oui, on doit apprendre à mieux communiquer. Ça fait partie de développer son intelligence relationnelle. Mais n'essayons pas d'être parfait parce que c'est peine perdue de toute manière. Nos émotions, sinon on est un robot. Ça ne marche pas. En fait, on reste des humains. Ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, OK, oui, je vais apprendre à mieux communiquer et à apprendre à bien présenter les choses quand je me présente pour mon entreprise, quand je parle à ma petite amie, mon petit ami. Je vais apprendre à mieux communiquer. Ça, c'est OK. Mais par moment, je vais blesser. Et Mmh. l'intelligence relationnelle, elle sert énormément aussi quand on blesse l'autre. Parce que quand on blesse l'autre, en tout cas, on ne peut pas évoluer dans une vie sans blesser l'autre. Pour moi, c'est une hérésie que de croire qu'on peut développer sa communication à un niveau tel qu'on ne peut pas blesser l'autre. Ça, c'est être dans le surcontrôle et c'est impossible pour moi d'arriver à ça. Et surtout, ça doit être extrêmement pesant et d'être tout le temps dans le contrôle. C'est impossible pour moi. Par Mmh. contre, je peux tout à fait me dire et comment je répare. Ouais. C'est-à-dire que, OK, il s'est passé quelque chose où les mots ont dépassé ma pensée, j'ai été, on va dire, trop loin, ou alors j'ai blessé quelqu'un, même si je pense que j'ai raison, ben, j'ai peut-être raison sur le fond, j'ai peut-être pas raison sur la forme, parce que si j'avais raison sur la forme, la personne ne serait pas blessée de la Ouais. manière dont j'exprime. Je réussis à rétablir les choses. Donc, j'ai toujours quelque chose à réparer et j'ai toujours une part de responsabilité, on y revient, dans la notion de réparation dans ce qui vient de se passer. Et souvent, notre ego, il nous empêche de ça. Tu sais, on dit souvent, Vous allez parler de l'ego, oui. ouais, ouais, oh, moi, je suis fier. Moi, je suis fier. Je n'irai pas m'excuser j'irai pas m'excuser parce que je suis fier. Non, tu n'es pas fier là. Là, tu n'es pas fier. Là, tu fais preuve d'orgueil. Et Mmh. là où la fierté te rapproche d'une version de toi-même, une belle version de toi-même et de la meilleure version de toi-même, si j'aime pas trop cette expression, en tout cas, Ouais, te rapproche de toi-même, ouais. l'orgueil t'éloigne des autres. Mmh. Parce que l'orgueil, c'est une manière de dire aux autres, non, de toute façon, moi, je ne m'excuserai pas. Je ne dirai pas. Non, non, tu as toujours à t'excuser quand il y a une relation qui a foiré. Vous êtes 50-50 dans le truc. Et vous êtes 100% responsable de votre 50%. Donc, ce 100% responsable, à un moment donné, il est aussi de dire, OK, comment est-ce que je peux réparer ce qui vient de se passer? Et c'est comme ça, en fait, Yannick, généralement, qu'on arrive à régler nos conflits, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, c'est de savoir au fait que nous aussi, on est responsables. Il n'y a pas que les autres, en fait. La faute n'est pas toujours, en fait, chez l'autre. Elle est aussi, elle nous appartient aussi. Ben, bien sûr, et c'est difficile d'arriver à s'en rendre compte. Tu dis, oui, mais attends, tu te rends compte ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit ça, ou il m'a dit ça, c'est pas vrai, voilà, ou il a fait ça. Ok. Pourquoi la personne elle a fait ça? Et toi, comment tu Qui a t'es pas été, comporté? voilà, qu'est-ce qui n'a pas été entendu chez elle? Toi, qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Mmh. Qu'est-ce que tu as activé chez toi? Essayons de mettre un petit peu de lucidité là-dedans. Mmh. Essayons de mettre de l'amour là-dedans. Qu'est-ce que l'amour ferait? Moi, j'adore ces trois phrases Oui, incroyables. ouais. Qu'est-ce que l'amour ferait? Je crois qu'elle est de Deepak Chopra. Qu'est-ce que l'amour ferait? Ouais, ouais. Quelle est la version la plus grandiose de moi-même dans cette situation-là? Qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Moi, j'aime bien celle-là. Des fois, je me dis, celle-là, je me dis, qu'est-ce que je ferais si je suis toulousain? Con, c'est une virgule pour moi. C'est- Tiens, qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Ouais. Qu'est-ce Ouais. que je ferais? Ah, j'irais donner de l'amour, j'irais m'excuser, Mmh. sans rien attendre en retour. Je dirais, écoute, je m'excuse. J'ai peut-être pas été, j'ai pas entendu ce que tu avais dit. J'ai peut-être pas, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Mmh. En tout cas, ça amène de l'apaisement. Mais c'est très dur à faire quand notre ego a été blessé. Tout à fait. Ouais, Et c'est un ça, quand exercice, c'est de l'entraînement.
Et c'est aussi ça, être intelligent relationnellement. Et être sincère là-dedans. Pas être mécanique. Pas dire, oui, Yannick m'a dit qu'il fallait que je m'excuse, donc je vais aller m'excuser. Point A, point B. Non, il y a besoin d'être sincère là-dedans. Mmh, Comment est-ce que je peux être sincère là-dedans? mmh. Tout en m'exprimant et en me faisant entendre. Comment est-ce que je peux être sincère? Mmh. Sincérité, amour, gentillesse, ce sont de très belles valeurs, en tout cas qu'on a aujourd'hui dans le podcast. C'est Ouais, moi, je crois que c'est un essentiel ouais, 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 ouais. Ouais. pour moi, la sincérité, c'est hyper important, y compris la sincérité dans nos travers et dans nos zones d'ombre. Mmh. Moi, ça me fait rire les gens quand ils me disent, moi, je suis quelqu'un d'authentique. On dit souvent ça de moi. Et je dirais, ben, je ne crois pas être tout le temps authentique, comme je ne crois pas être tout le temps sincère. Mmh. Parce que j'ai un prisme et on est comme un diamant avec plein de facettes et on est fait de multifacettes. Et j'ai une facette sincère, mais j'ai une facette malhonnête. J'ai une facette authentique et j'ai une facette fake. J'ai Mmh. une facette. Je veux dire, là, je suis dans ton podcast. Évidemment que je veux séduire à mort. Je suis Mmh. dans un truc où je veux séduire parce que j'ai envie que les gens qui m'entendent ben, leur plaire, évidemment. Mais est-ce que ça constitue la. Oui, ça fait partie de moi. Le mec cool que vous avez là, c'est moi, hein. Mais il y a un mec aussi, par moment, qui est pas cool du tout, qui peut être un peu con, qui peut être. Enfin, il y a plein de choses, même si j'essaie de laisser exister, évidemment, d'abord les facettes qui correspondent à mes valeurs, qui sont importantes. Mais c'est important, en fait, de ça. Et je crois que c'est important de ne pas s'enfermer dans un rôle. Tu vois, quand j'ai écrit le livre sur la gentillesse, au début, toutes les interviews que j'ai fait dans les radios, tout ça, en fait, il me disait, alors, nous sommes avec le roi de la gentillesse. Ah, nous sommes avec le. Et je dis, non, oh là là, non, surtout pas. Surtout Mmh. pas. Et de suite, je disais, non, les gars, oui, certes, j'ai écrit sur la gentillesse, c'est une valeur très importante pour moi, mais est-ce que je l'incarne tout le temps? Surtout pas. Ce serait trop pesant, trop lourd, trop dur. Ouais, ouais. Tu vois? Donc, tu sais, attention aux étiquettes que l'on se donne et que l'on se colle. Moi, je me suis auto-collé l'étiquette de la gentillesse et je dis aux gens, attention, elle se décolle aussi. Exact. Voilà. Et ce n'est pas que moi, ce n'est pas que ça. Ok, il y a aussi plein de parts et de facettes de moi qui sont très, Mmh. voilà, qui sont moins rigolotes et moins jolies à voir. Mais elles font partie de moi aussi. Ouais, c'est beau ce que tu dis, Alain, parce que là, en fait, tu invites. Yannick, moi, bordel, non, je plaisante, je rigole parce qu'en fait, on s'est taquiné avec, avec Siam là-dessus. En fait, non, oui, voilà, je plaisante. Excuse-moi, Oui. Siam. Non, mais pas de souci. Alors en fait, Yannick, tu invites en même temps en fait, les auditeurs et puis les gens qui nous regardent aussi à aller accepter un petit peu leur côté vulnérable, chose qui devient un petit peu dure, à être difficile, voilà, à accepter chez les gens. Là, tu dis, voilà, je suis gentil, mais je suis aussi pas gentil quelquefois. Voilà, je suis Ouais. bien, mais je peux aussi être, voilà, colérique, etc. Bah, il y a aussi ce côté qu'on n'accepte pas toujours, en fait, chez nous et que les gens n'arrivent jamais, voilà, il y a des gens qui jamais, en fait, ils arrivent à dire, voilà, j'ai fait erreur ou j'ai fait ceci ou moi aussi je suis pas bon là-dessus. Et donc c'est bien. On invite un petit peu aussi les gens en fait à aller accepter, voilà, et Mais accueillir ce côté vulnérable. on se colle des étiquettes dans la vie. On crée un personnage au travers de ah, il est persévérant. Ah, Mmh. elle est belle. Elle est sérieuse. Tu vois, par exemple, toi, on pourrait dire en fait, ah, elle est belle, elle est sérieuse, elle a une belle voix, elle sait bien s'exprimer, Mmh. elle sait bien. Pour autant, il y a des fois, peut-être où t'es pas belle quand tu te réveilles le matin. Il y a peut-être des fois, en fait, où tu as l'impression que tu dis de la merde et que c'est pas, voilà. Il y a des moments où tu n'as pas envie d'être sérieuse et que tu avais dit que tu donnais rendez-vous à 8 heures et que finalement tu es là à 9 heures et tu peux pas. Et en fait, c'est important de se décoller nos étiquettes pour juste donner de la respiration à tout ça. Voilà. Juste donner un peu de respiration à tout ça. Ça ne veut pas dire que tu seras plus sérieuse. Ça veut dire que c'est OK, je suis quelqu'un de sérieux, je fais mon podcast avec beaucoup d'attention, je me renseigne sur la personne que je vais voir, en tout cas, je bosse, tout simplement. Et par moment, tu as le droit aussi d'être je m'en foutiste et de dire, bon, c'est quoi, et là, dans cette situation-là, j'en peux plus. Voilà, et puis dans d'autres Fatiguée. situations, tu vois. Et du coup, attention aux étiquettes que l'on se donne. Voilà, je trouve que c'est important, en tout cas, Oui, d'apprendre à se les décoller soi-même aussi. tout à Et fait. donc, et d'aller un peu embrasser nos parties un peu plus sombres et nos zones d'ombre. Et encore une fois, une zone d'ombre, ce n'est pas une zone de mal, c'est une zone qu'on cherche à cacher. Et si on cherche à le cacher, c'est qu'on en a honte si on n'est pas comme ça. Et donc, c'est important d'aller un peu les visiter, ces petites zones dans lesquelles, en fait, on dirait, OK, est-ce que je suis capable d'accepter cette zone-là de moi? Mmh. OK, est-ce que je suis capable de l'accepter? Ça ne veut pas dire que c'est elle que j'ai envie de faire vivre le plus souvent, mais est-ce que je suis capable juste de lui donner un peu d'amour, un petit peu, et d'accepter cette part-là parce qu'elle fait aussi partie de moi. Exact. Mmh.
Les deux zones, voilà, font partie de nous et C'est ça. on doit les accueillir. Super. Ouais. On fait un petit retour à ton livre, Les gentils aussi méritent, enfin, de réussir. Qu'est-ce qui t'a poussé le plus à aller, voilà, écrire ce livre où il faut que ça sorte, au fait? Voilà, cette phrase, Oui. il faut que je la voie un peu partout. Dis-moi. Ouais, c'est vrai, mais tu as raison, hein. Je suis en 2017 ou 2016, j'ai plus la date exacte, et j'ai un de mes amis qui m'invite à faire une conférence sur l'intelligence relationnelle dans le monde du travail, tu sais, la partie networking et réseautage. Ouais, Et je suis enseignant dans cette discipline, on va dire, donc du coup, il me fait intervenir là-dedans. Et OK. quand il me présente, il dit oui, il dit donc nous allons accueillir Yannick Alain, je l'adore, en fait c'est un ami, c'est un frère, voilà. Et moi je m'attendais à ce qu'ils disent de moi, il a travaillé pour Microsoft, il a géré des millions d'euros, il a eu un succès incroyable dans ses affaires. Et là, à plusieurs reprises, il dit ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a bâti sa carrière en étant gentil, en étant bienveillant, en bâtissant son réseau. C'est quelqu'un qui est gentil. Et deux fois, il dit gentil. Et moi, je suis sur le côté de la scène et je suis déçu et en colère qu'il ait dit de moi que j'étais gentil. OK, Tu vois. OK. Et je rentre sur scène, évidemment, je mets ma face de joyeux, de hey, salut, c'est beau. Euh, et tu vois, je l'embrasse. Et au fond, en fait, je pars avec une espèce d'amertume. Mmh. Tu sais, de truc de dire, putain, mais pourquoi ça m'a foutu les boules? Et je me mets à réfléchir et je me rends compte que tout ce que j'ai dans ma vie, bah, je le dois à ma gentillesse. Mmh. Si mes clients m'ont fait confiance, c'est parce que je leur avais ouvert le cœur avec ma gentillesse et que j'avais pris soin de cette confiance-là. Si mes partenaires m'ont fait confiance, c'est par rapport à ma gentillesse. Si mes anciens patrons qui m'avaient embauché, qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné de l'avancement, qui m'ont fait devenir directeur commercial, qui m'ont fait directeur général par la suite, qui m'ont fait grandir en tout cas, eh bien, c'est avant tout parce que j'étais quelqu'un de gentil, donc quelqu'un de confiance, donc quelqu'un en qui ils savaient qu'ils pouvaient compter. Et Mmh. en fait, tout ça, mis bout à bout, je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à ma gentillesse. Moi, je croyais que c'était une entrave, mais pourquoi ça sonne comme ça chez les gens? Pourquoi est-ce que les gens, quand on leur dit qu'ils sont gentils, quand tu es petit, c'est bien, mais quand tu es grand, ça marche plus? Pourquoi, en fait, tu as l'impression d'être une bonne poire quand tu es grand et que quand tu es petit, en fait, c'est valorisé? Pourquoi? Et en fait, dans mes recherches, je me suis rendu compte que ben, quand on était petit, on avait qu'à être pour être aimé. Tu sais, on n'avait qu'à être pour qu'on nous donne de l'amour. Et en fait, plus on rentre dans la vie, plus en fait on se rend compte qu'on est noté pour ce que l'on fait. Et donc, nous, on confond et on se met à se dire, OK, donc en fait, pour être aimé aujourd'hui, ça suffit plus d'être, il faut que je fasse des choses aussi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'école, eh bien, si j'ai pas la meilleure note, eh bien, je suis l'âne de la classe ou je suis le meilleur. Ah, ça veut dire qu'il y a une moyenne de la classe. Donc, en fait, je suis en dessous de la moyenne ou au-dessus de la moyenne. Et du coup, je me mets, en fait, moi, à accrocher ma valeur sur ce que je fais et plus qui je suis. Et donc, ça amène à quoi? Ça amène à ce que ben, je veux avoir une plus belle maison, je veux avoir un plus beau poste et je veux être cadre. Même si je ne gagne pas plus d'argent, j'ai besoin pour moi d'être cadre et je veux être machin. Pourquoi? Parce que je veux paraître avant d'être. Paraître avant d'être. Ouais. Et je trouve ça dommage, en Ouais. fait. Parce que, en fait, voilà, mais c'est une erreur que moi j'ai fait, que je fais encore, je traîne encore les stigmates de ce truc-là. Et c'est la vie dans laquelle on nous la met. Alors, c'est en train de changer petit à petit, mais c'est la vie dans laquelle on nous colle. Et la gentillesse, c'est pas une valeur de faire, c'est une valeur d'être. Le sérieux est une valeur de faire. Donc ça, c'est valorisé. Mmh. Il y a plein de choses qui sont valorisées, mais la gentillesse, c'est plus valorisé. Et puis surtout, derrière la gentillesse, comme je te le disais, c'est un mot refuge. Donc, on met derrière la gentillesse la bonne poire, on met celui qui ne sait pas s'affirmer, on met ses bras, tu es atteint de gentillesse. Et donc, tout ça, ça fait que ben, cette gentillesse-là, ça devient compliqué. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis dit, ah, mais moi, tout ce que j'ai, c'est grâce à la gentillesse, mais à la mauvaise presse. Viens, je réhabilite ce truc-là. Viens, je réexplique et je donne vraiment ce qu'est vraiment la notion de gentillesse. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde, comme je te le disais, où il n'y a plus de gentillesse. Donc, Mmh. je veux que les gens gentils se réveillent. Je veux que les gens gentils se donnent l'autorisation de réussir parce qu'il y en a besoin de ces gens-là. Il y a besoin de plus de gentils qui réussissent profondément. Et très souvent, quand tu creuses, quand tu vois les plus grandes réussites ou des très grandes réussites, tu te rends compte que c'est motivé par un très grand élan de gentillesse aussi. Mmh. Même des gens de qui on peut dire, ah non, mais c'est pas possible, cette personne-là, je peux pas, j'y arrive pas. Non, il y a ça. Tu sais, on peut voir Elon Musk, Ouais. mettons, comme quelqu'un qui veut contrôler le monde.
Mmh. comme quelqu'un qui veut implanter des puces dans le cerveau des gens, comme quelqu'un qui, voilà. Mais quand tu prends l'intention très claire d'Elon Musk, si vous lisez sa biographie, vous allez la voir. Mmh. Je ne juge pas l'humain, ok? Il est comme il est caractériel probablement, il est spécial, il a un cerveau pas comme tout le monde, probablement voilà, bref, en tout cas, il fonctionne différemment, mais dans son intention, tu sais qu'à la base, Elon Musk, c'était un joueur de jeux vidéo, hein. Mmh. Il jouait du jeu vidéo. En fait, il aurait pu être très, très fort. D'ailleurs, il fait même des concours de Call of Duty dans son équipe et tout ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, qui aime les jeux vidéo. Il aurait pu être un développeur brillant de jeux vidéo. Et en fait, il le dit lui-même, il dit, mais ça n'a aucun intérêt, ça n'aide pas le monde. Mmh. Quand il a créé PayPal, il a voulu concurrencer les banques et il a investi dans PayPal, il a créé PayPal, il a investi dans des banques. Et il a dit, bah, j'en ai marre du trust des banques, donc du coup, je vais mettre en place un système qui va permettre le libre-échange sur le web et protéger les échanges sur le web. C'est ça la grande mission derrière. Ouais, Quand ouais. il a dit, je vais créer la meilleure voiture du monde et elle sera électrique, il s'est dit, je veux que quand on voit ma voiture électrique, cette voiture-là, on ait envie de l'avoir, que l'on soit un fan de voiture ou pas. J'ai envie qu'on dise que la voiture que je produis est la plus belle voiture du monde et qu'en plus, cette voiture-là, elle est écologique aussi. Ouais. Quand il a créé Solar City, les panneaux photovoltaïques, c'est la même chose. Quand il a créé SpaceX, il a dit la planète, elle est en train de s'effondrer à un moment donné. Donc, du coup, je vais être le premier à créer des voyages spatiaux, voilà, spatial, pour tout le monde. Et c'est OK. Et il a créé tout ça. Et tout ce qu'il a créé aujourd'hui a avant tout une mission très, très forte pour le monde. Est-ce que cette mission-là, derrière, dans cette quête de mission, est-ce qu'il fait des dégâts au milieu? Oui, certainement. Mais il y a une belle intention derrière. C'est ça que je veux dire. Et probablement qu'il y a une intention de vouloir faire le bien pour le monde. Mais tout le monde est animé d'une bonne intention quand on fait les choses. C'est pour ça que je veux dire, il n'y a pas de cons. Ça n'existe pas. Il n'y a que des gentils qui se sont résignés ou il n'y a que des gens dont on ne connaît pas leur intention et qui ont l'intention plus haute. Tu sais, c'est comme tous ces dilemmes qu'on peut voir sur Internet, si tu peux t'intéresser à ça. C'est, admettons, tiens, il y a un train qui passe et t'as un dilemme. Euh, Tu dois soit sauver 5 personnes qui mourront on va dire, sans souffrir, soit il y a une personne qui meurt, mais elle va souffrir en mourant. Ouais. Et tu fais quoi avec ça? Tu sais, il y a plein d'exemples comme ça de dilemmes. J'ai plus le nom, je suis désolé, je n'ai pas la référence, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Et tu es une mauvaise personne dans les deux cas et tu es une bonne personne dans les deux cas. Mais c'est toi qui as le choix et c'est toi qui as la manette, c'est toi qui as le pouvoir. Ouais, tout à, C'est toi qui tout as la à fait. responsabilité. Mhm. Pas Ouais. évident, hein, tout ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, j'ai perdu la question de début, mais voilà. Non, non, c'est ça, c'est par rapport au livre, en fait, voilà. Ouais, voilà. Donc, du coup, voilà, quand j'ai écrit ce livre, je me suis posé toutes ces questions et Mm. je me suis dit, comment est-ce que je peux réhabiliter la gentillesse? Comment est-ce que je peux aider les gens à être bien avec leur gentillesse sans la renier, tout en s'affirmant? Comment est-ce que je peux leur donner l'autorisation aussi, parce qu'ils ont le droit de ça, de réussir? Et quels sont les incroyables pouvoirs de la gentillesse? Mhm. Ouais, ça m'amène directement à l'idée, en fait, à ce que tu m'as déjà dit, au fait, en fait, par rapport aux leaders-preneurs et aux leaders-donneurs. Donc, en fait, c'est ton combat, on va dire, voilà, quotidien, de défendre un petit peu, voilà, pour défendre un petit peu, on va dire, les talentueux, gentils, au grand cœur. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. En fait, Ouais. j'aime travailler avec des gens qui ont du talent ou qui ne connaissent peut-être pas leur talent. Ça, c'est possible, parce que je pense que tout le monde est doté de talent. Qui ont de l'ambition, qui sont malins, mais qui ont cette valeur de gentillesse très forte. Mm. J'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de travailler avec des gens qui sont comme ça, en fait. Moi, j'aime travailler avec ces gens-là. C'est ce qui m'anime le plus parce que je trouve que ces gens-là ont des grands idéaux pour eux, pour le monde, ont des grands idéaux à la fois pour eux, mais à la fois humains aussi. Mhm. Et, Mhm. et j'aime ça. J'aime qu'ils laissent exister ça. Parce qu'un monde empli de gentillesse, de belles intentions, bah, c'est cool. Je trouve ça Mhm. chouette, en fait. Pourquoi je trouve que c'est chouette d'essayer d'apporter du bonheur aux autres. Bah oui, c'est beau. Une belle Yann- mission. ouais. Yannick, quand les choses sont difficiles dans notre vie, quand on perd un peu, on va dire, voilà, le contrôle, et que on perd aussi peut-être goût à la vie, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a besoin plutôt de quelles ressources, au fait? Ou si tu arrives, voilà, si tu peux nous donner un exemple aujourd'hui, toi, quelle est ta plus grosse, au fait, difficulté dans ta vie et que tu as pu, voilà, la dépasser et comment? De quelle manière? Je crois que j'en ai eu beaucoup des épreuves dans ma vie, mais une des plus grosses épreuves qui m'était
donné de vivre il y a quelques années. On est en 2005, j'ai à peine 24 ans, je galère un petit peu ouais, j'ai 24 ans, pardon, je galère en fait professionnellement parlant. Je suis un commercial, mais je vends pas grand-chose. Ouais. Je viens de me faire embaucher dans une boîte qui me forme au commerce et j'essaie de m'en sortir comme je peux. Ça se passe plutôt bien. Et j'ai mon téléphone qui sonne et j'ai un texto de ma belle-mère qui me dit à ce moment-là que elle me dit appelle-moi. Et tu sais, c'est à l'époque des téléphones où tu appuies 3 fois sur un, 3 fois sur 3, 3 fois sur 4, c'est pour écrire. Je sais que ma belle-mère, elle ne sait pas écrire un texto et que c'est très compliqué, que ça a dû lui demander un effort assez considérable Mm. d'écrire ce texto. Et donc, je l'appelle. Elle me dit, Isa vient d'avoir, donc qui est ma petite amie, vient d'avoir un accident de voiture. Mm. Euh, Elle a quelque chose au cou. Elle est partie en hélicoptère à l'hôpital le plus proche. Viens. Elle Mm. m'en dit pas plus. Je vois qu'elle est déboussolée. Je vois qu'elle est complètement. Voilà, 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 je sens qu'elle n'est pas dans son assiette. Même moi, je suis complètement. Et même de te le raconter, c'est difficile pour moi. Ouais. Et en fait, j'arrive à l'hôpital. Et à cet hôpital-là, en fait, déjà, on ne veut pas me laisser rentrer. C'est compliqué. Et quand j'arrive enfin à rentrer, à voir enfin la personne, le docteur qui vient nous voir, il nous dit ben, Isabelle, elle s'est brisée les, les cervicales, C5, C6. Et donc, elle a le disque intervertébral qui a explosé, sa moelle épinière est touchée et elle est tétraplégique. Et quand on me dit ça, en fait, je ne comprends pas trop le mot que c'est. Je lui Mm. dis, mais c'est quoi? Parce que moi, je sais ce que c'est qu'un paraplégique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas plein l'usage de ses jambes, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un tétraplégique. Et en fait, dans mon traitement, je me rappelle qu'on dit ça de Keanu Reeves, pardon, pas Keanu Reeves, pardon, Christopher Reeves, le premier acteur de Superman qui Ah, avait eu cet accident oui. et qui est complètement alité, qui peut ni bouger ses bras. Et le docteur me dit, ben oui, elle pourra plus bouger ses bras, elle va perdre la sensibilité au niveau de ses doigts, de ses jambes. Et donc, elle va être tétraplégique et handicapée. Mm. Et là, moi, je m'effondre. En fait, je crois que c'est une des pires épreuves de ma vie que je peux vivre. Et il nous dit, elle est entre la vie et la mort, elle se réveillera peut-être dans 3 jours, peut-être pas. Là, il faut laisser le temps au coma artificiel de se réveiller, enfin de faire son job, et puis on voit. Et elle se réveille au bout de 24 heures, je crois, quelque chose comme ça. Pas 3 jours, mais 24 heures. Et évidemment, elle a une trachéotomie, tout ça. Et je mets un pied, en fait, dans le handicap à ce moment-là. Et je crois que c'est une épreuve qui est une des épreuves les plus difficiles que j'ai pu vivre dans ma vie, mais à la fois une épreuve qui est les plus belles aussi que j'ai pu vivre dans ma vie. Moi, alors encore une fois, je te dirai jamais que être handicapé, c'est cool, parce que déjà, moi, je ne l'ai pas vécu dans mon corps, mais c'est elle qui l'a vécu dans son corps, donc ce serait à elle de te dire ça, et je crois qu'elle ne te dira jamais, elle ne te dira jamais que c'est cool la vie. Elle le dira jamais, en fait, parce que c'est chiant d'être handicapé. Voilà, tu peux trouver des ressources et créer des transformations incroyables grâce à ça, mais en aucun cas, tu peux dire que c'est cool. Et du coup, tu apprends en fait à vivre avec cette notion de handicap. Tu apprends tout ça. Et donc là, dans cette notion-là, évidemment, la persévérance, elle est là. On est resté 12 ans en couple suite à cet épisode-là. Euh, 12 années. Euh, 12 années où on a vécu des moments extraordinaires, des moments très difficiles aussi. Mais on est allé à New York, on est allé à Orlando, on est allé, alors avec tous les soins que ça représentait derrière et toute la lourdeur que ça peut représenter en termes de soins médicaux, d'infirmiers. Elle a besoin de quelqu'un tous les matins pour se lever, tout ça et tout. Et on a réussi, et surtout, je dirais, elle a réussi en tout cas à mettre en place la logistique pour arriver à pouvoir partir dans ces endroits-là, alors que des gens valides ne le faisaient pas. Donc, tu vois, dans la persévérance jusqu'où on a pu aller. Après, c'est un travail aussi d'amour et de persévérance, de se mettre à la place de l'autre et de comprendre que ben, ta vie ne sera plus basée sur la sexualité telle que tu as pu la connaître avant, sur la vie de couple peut-être que tu as pu la connaître avant. Et c'est usant et très fatigant de ça. Et pour elle, évidemment, et pour toi qui es accompagnant aussi, chacun vit sa croix. Je pense qu'il y a toujours de toute manière plus de croix à celui qui le vit de l'intérieur que celui qui le vit de l'extérieur, mais c'est quand même assez difficile pour l'accompagnant aussi et la personne qui est à côté là-dedans. Il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de... Voilà. Et là, je me suis raccroché à quoi? Je me suis raccroché à mes valeurs. Je me suis raccroché à la famille. Je me suis raccroché à mes amis. Je me suis raccroché à ce qui comptait vraiment pour moi vraiment, dans ma vie, en fait. Et donc, ce qui m'a aidé, c'est mes amis, c'est ma famille,
c'est la famille d'Isa aussi, voilà, notamment son père et sa mère, ont été incroyables. Ça a été elle aussi. On s'est recentré sur nous, sur notre couple, sur comment est-ce qu'on peut réinventer les choses, sur comment est-ce qu'on peut repenser les choses différemment. Mmh. Et c'est super dur, c'est super dur, c'est super dur, super difficile. La preuve, je j'ai pas Mmh. su tenir dans le temps. À un moment donné, en fait, j'ai craqué. En fait, j'ai dit, je ne peux plus, en fait, j'arrive plus. En fait, c'est trop compliqué pour moi. En fait, c'est trop lourd. Et je ne me voyais plus avoir une vie comme ça, Mmh. dans le temps. Et il a fallu à un moment donné que j'apprenne à me choisir. Ce qui a été une des choses les plus difficiles pour moi, tant j'ai pensé que j'étais un égoïste de l'avoir fait, et probablement que ça a été un acte égoïste de l'avoir fait. Mais je pouvais plus, je devenais en tout cas aigri, je devenais en colère, je devenais pas sympa, même avec elle. Quand par moment il y avait des Tu étais en accidents qui se colère. passaient, que je Ouais. devais gérer des accidents qui se passaient, dont elle était absolument pour rien là-dedans. Quand tu es en fauteuil roulant, ben, on doit t'aider pour tout. Donc voilà, et puis il y a par moment, ton infirmier, il n'est pas tout le temps avec toi. Donc c'est ton petit ami qui s'y colle. Mmh. Et moi, par moment, ça me rendait fou. Tu passes une soirée, c'est cool, et puis boum, il arrive un accident, quelque chose, ça me rendait fou. Mmh. C'est de l'intimité, c'est très intime ce que je te dis là, mais ça rendait fou, en fait. Tu Et étais en moi, colère, Yannick, tu étais en colère contre la vie, contre ce qui te oui, mais ça ressortait contre elle, Mmh. alors qu'elle y était pour rien. Et combien de fois je l'ai blessée? Combien de fois j'ai blessé son cœur hein, quand elle me voyait avec la tête à l'envers, en train de m'énerver, de m'agacer parce que j'arrivais pas à la déshabiller, parce que j'arrivais pas à machin, parce que j'arrivais pas de cette couche, je m'agaçais, je m'énervais. Et combien de fois j'ai blessé son cœur? Et combien de fois je lui ai fait mal en réagissant comme ça? Et à un moment donné, je pouvais plus. Je pouvais plus pour moi, je pouvais plus pour elle, je pouvais plus pour tout ça. Et c'était trop lourd, trop Mmh. lourd. Aujourd'hui, comment tu as pu, on va dire, corriger ça, si je peux dire, ou rattraper, on va dire, ou tu as laissé, voilà, la vie faire, voilà, peut-être Alors, corriger de quelle manière? temps. Que j'ai corrigé, tu veux dire avec elle? Est-ce que Oui, j'ai oui, corrigé, cette colère, moi, ma manière de réagir? C'est ouais. quoi? De quelle Ouais, correction tu parles? c'est ça, en fait, par rapport à elle, comment tu te comportais et cetera. Est-ce qu'aujourd'hui, tu gardes cette frustration? Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de Je toi? garde, je garde une grande frustration parce que j'ai très peu de contact avec elle, j'en ai plus, ils sont très froids. Les contacts sont très froids, ça fait 7 ans qu'on est séparés maintenant. Mmh. Hem, Ça reste très froid, ça reste, on était un peu associés dans certaines choses immobilières. Je sais qu'elle, elle est en colère contre moi et je pense elle a plus envie d'avoir de contact avec moi. Moi, je souhaitais pas ça. Mais à la fois, j'ai essayé de le respecter. Donc, j'ai pas vraiment pu réparer correctement. Parce Mmh. que j'ai pas su, si tu préfères, j'ai pas su, je pense, lui exprimer ce qui se passait vraiment en moi à l'époque. Quand j'ai voulu me séparer, j'ai pris la décision de me séparer. Mais j'ai pris une décision qui était une décision où je crois qu'elle n'a pas eu suffisamment d'explications. Elle n'a pas compris, je crois. Et, et comme elle voulait plus me parler, et comme, du coup, tu sais, c'était un peu comme, tu sais, à un moment donné, je pense que j'ai pas été clair, et à un moment donné, c'était trop tard pour essayer de remuer quelque chose pour moi qui lui aurait fait de toute manière mal. Parce Mmh. qu'on peut pas être en colère. Enfin, la colère et l'amour sont les faces de la même pièce. Donc, en fait, euh, le- donc du coup, bah, tu sais, tu peut pas y avoir de haine ou de colère, en fait, s'il n'y a pas eu beaucoup d'amour, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est comme si je me disais, j'ai mal fait les choses, mais je pense que si j'essayais de bouger quelque chose chez elle, déjà, elle a rien demandé. Et je pense que elle a sa manière d'avoir géré les choses. Je pense que je lui ferais plus de mal qu'autre chose et c'est très loin de mon intention. Mmh. Très, très Ouais. loin de mon intention. Donc, peut-être que je devrais réagir différemment. Il y a des gens qui m'ont dit, tu devrais lui écrire une lettre et lui dire, ouvre-la ou ne l'ouvre pas. Tu sais, c'est un petit peu, tu sais, le côté, voilà, m'ont dit ça pour lui expliquer les choses. Mmh. Je n'ai pas voulu, en tout cas, le faire parce que je pense que rien que le fait d'écrire la lettre, de la voir, Mmh. ça lui ferait mal. Mmh. Donc, du coup, j'ai dit non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas faire ça. Je vais pas. Donc, voilà. Donc, j'en Ah. suis là. Ouais, ouais, ouais. Ça fait partie Des des petites choses sur lesquelles j'ai pas forcément bien agi, je crois, en tout cas, ouais. ou pas agi de la bonne manière. Euh, mais mais j'ai agi de cette manière-là, quoi. En tout cas, Mmh. on a passé 12 années, c'était pas une torture, ces 12 années, ok? Je veux Mmh. pas que ça sonne comme ça, c'était 12 années où on a vécu des choses extraordinaires aussi, tu vois? Mais il y avait ça aussi derrière et c'était dur. Mmh. Et tu en parles de persévérance, tu dis, bah oui, il y a de la persévérance là-dedans. Euh, Mmh. et à la fois, il y a beaucoup d'amour aussi dans cette persévérance, je crois. Et je Mmh. crois qu'à un moment donné, c'était plus l'amour qui tenait que la persévérance. Ouais, ouais. C'est quelqu'un que j'aimerais toute ma vie.
de qui j'aurai un profond respect toute ma vie. Et même si elle, de son côté, elle n'a pas la même vision des choses, et probablement qu'elle a une vision probablement beaucoup plus. Voilà, bon, je crois pas qu'en soi, je la connais trop pour savoir que c'est pas quelqu'un qui me veut du mal, si tu préfères, tu vois, mais c'est quelqu'un qui est en colère. Ça, je le sais, et c'est OK, tu vois. Mhm. Cette colère-là, elle s'apaisera peut-être avec le temps. Peut-être qu'un jour, on arrivera à renouer. Peut-être qu'un jour, on arrivera à se reparler. Oui, ça Peut-être qu'un jour, viendra. on arrivera à être amis. Je Ça sais pas. viendra peut-être, ça viendra peut-être au bon moment quand toi tu seras prêt et puis elle aussi elle sera prête. Voilà. Ouais, moi, je crois que je suis, mais en tout cas, c'est surtout elle qui appuie sur le bouton, hein. Ouais, C'est pas moi qui, tu vois. ouais. Ben, merci de nous avoir partagé au fait, c'est une intimité quand même et c'est très touchant, voilà, ce que tu viens de raconter, Yannick. Alors, on va passer à autre chose, voilà, avant on va dire de clôturer cet épisode. Parle-moi un petit peu de, on va dire, la prise de parole, parce que voilà, enfin, tu as l'habitude de parler de ça, et beaucoup pensent qu'ils ne sont pas vraiment capables, alors que voilà, ils le sont. Comment, en fait, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à ces personnes, voilà, qui regardent, qui écoutent, qui voudraient bien comprendre, voilà, comment on arrive vraiment, on va dire, à parler en public ou à prendre la parole? Dis-moi. Oui, il y a tellement à dire. J'ai tout un programme là-dessus qui s'appelle Impact que j'ai fait avec mon ami et frère de cœur David Marouani, qui est quelqu'un que j'aime énormément, qui est un stand-upper. On a monté un programme justement pour expliquer que on n'allait pas vous apprendre à devenir des bons speakers, on allait juste révéler le speaker qui était en vous parce que on sait tous bien s'exprimer à notre manière. Il y Ouais, a il y a des speakers qui sont introvertis, qui sont d'excellents speakers. Il y a des speakers qui sont extravertis, qui sont d'excellents speakers. Il y a des speakers introvertis qui. Donc, en fait, c'est d'abord renouer avec son authenticité, sa vérité. On a la vision d'un bon speaker comme quelqu'un qui ne doit faire aucune faute d'orthographe quand il parle, quelqu'un qui doit être parfait dans sa manière de livrer, quelqu'un qui doit être, pour moi, c'est du bullshit absolu. Pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est qu'à l'époque, à une époque, on n'était servi dans l'audiovisuel que par la télévision. Et dans la télévision, les codes de la télévision, c'était d'être parfait, d'être parfaitement coiffé, d'être de parfaitement, parler. avoir une bonne élocution et d'être hyper Mm. euh, guindé et de parler de cette manière-là. Et on a indexé notre capacité à savoir parler à la rhétorique, Mm. à la forme du discours. Et on a complètement mis de côté, en fait, cette notion, justement, d'authenticité, de vérité, qui nous touche vraiment. Regarde, je vous donne un exemple. Quand tu as un animal sur une scène, Mm. on s'attend tous à qu'est-ce qu'il va faire l'animal, parce qu'on sait qu'il va être authentique, qu'il va être vrai. Ouais, ouais, c'est Regarde dans un film, quand tu regardes et quand il propose un bêtisier à la fin. oui. Comment ça te connecte aux acteurs, comment ça te connecte, comment on adore ça, se connecter aux acteurs, se connecter à cette vérité-là que l'on ne voyait pas d'eux, que l'on ne pensait pas, à laquelle on ne pouvait pas avoir accès. Et Mm. aujourd'hui, on est dans cette ère justement de la sincérité, de ça. Quand tu prends aujourd'hui les chaînes YouTube qui fonctionnent le mieux, ce sont les chaînes où les gens sont le plus authentiques, le plus vrais, le plus eux-mêmes. Naturel. Est-ce que Mm. ils se posent la question de est-ce que je parle bien, est-ce que je parle mal? Non, ils livrent un message. Mm. Et donc, je crois que la prise de parole, ça n'est pas que la forme, d'accord? Et avant toute chose, la première chose, c'est essayer d'être soi-même. Et notre job, à David et à moi, quand on prend, et notre job et votre job à vous, si vous voulez prendre la parole en public, c'est comment est-ce que, dans un contexte donné d'une vidéo, d'une prise de parole en public devant des gens, d'une prise de parole devant une vidéo, devant une caméra, tout ça, comment est-ce que tu peux retrouver ton naturel pour parler avec ton cœur, avec tes tripes, sans être dans l'enjeu de quoi j'ai l'air. Oh, j'ai dit ce mot-là, j'aurais pas dû le dire. Oh, j'ai dit telle chose. OK. Et ça demande de l'entraînement. Mm. C'est tout bête, hein. C'est comme je te dis, bah, tiens, c'est quoi, tu n'as même pas besoin de rejoindre mon programme, c'est beau. Alors, évidemment, on a des astuces, des stratégies, tu vois. Mais je te dis l'essentiel. Super simple. Entraîne-toi. Entraîne-toi et apprends à retrouver quand tu es toi inspirant. Je suis persuadé que quand tu parles à ton frère, ta sœur, ta mère, Ouais. il y a des moments où ta meilleure amie, tu es impactant quand tu lui parles. Tu vois, c'est pour ça que mon programme s'appelle Impact. Mm. C'est que tu es impactant dans ce programme-là. Pardon, à ce moment-là, quand tu es avec ton ami et tout ça. Le tout, c'est comment est-ce que tu peux retrouver ce naturel-là devant un micro, Mm. devant une caméra, Ah, devant un public, ouais. devant un parterre de personnes, peu importe la situation. Comment est-ce que tu peux retrouver ce naturel-là? Parce que ce talent-là, tu l'as déjà. Tu on ne crée pas le talent de la prise de parole, on ne fait que le révéler. C'est Mm. tout.
Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Oui, 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 magnifique. Alors, la toute dernière question, on va dire, voilà, pour ne pas prendre encore un peu plus de ton temps, en fait, Yannick. La toute dernière question, c'est à propos, en fait, de la persévérance. Qu'est-ce que c'est la persévérance selon toi? C'est quoi? Chacun sa définition, tu sais? C'est ta capacité en fait à continuer d'avancer malgré les freins, malgré, malgré les difficultés, malgré tout ça. Et continuer à avancer tout en étant, euh, en ayant ces entraves-là et en ayant des options. Pour moi, il y a une très grande différence à faire entre la persévérance et l'entêtement. Mmh. Euh, il y a des gens qui peuvent être tête baissée et un peu comme une mouche sur un carreau. Ouais, ouais. Taper, 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 jusqu'à finir par se faire écraser ou jusqu'à mourir parce qu'elle est déshydratée ou parce qu'elle est morte ou quoi. OK? Ça, pour moi, c'est de l'idiotie. C'est de l'imbécilité. En fait, c'est de l'entêtement. D'accord? La persévérance, elle se situe entre l'ouverture d'esprit, on va dire, et l'écoute de l'autre et l'action. D'accord? Tu as en fait d'un côté, en fait, si tu tapes, tu vas dire j'ai l'action, je suis quelqu'un de persévérant. Tac, tac, je vais taper 2, 3 fois, 4 fois. Après, je vais prendre du recul, je vais dire ok, comment j'apprends des 2, 3 coups que je viens de mettre là? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je refais la même chose ou est-ce que j'essaie de m'ouvrir à une autre possibilité? Et je vais essayer d'avoir. La persévérance, c'est la quête d'options. Comment est-ce que je peux avoir des options différentes pour arriver à l'objectif que je veux? Et donc, si je tape 4 fois contre le carreau, je vais essayer de reculer et de dire, OK, est-ce que je peux moins réfléchir à une nouvelle manière de faire? Je vais essayer. Ça ne marche pas. Est-ce que je peux peut-être demander conseil à l'extérieur de moi pour essayer de comprendre comment est-ce que je peux traverser ça? Mmh. OK. Et à y être, le conseil, je vais le demander à quelqu'un qui a déjà traversé le carreau. OK? Mmh. Donc, qui a déjà traversé cette épreuve. Là, tu vois, là, parce qu'au moins, elle pourra m'aider. Et puis, si cette personne, elle pouvait avoir déjà été à ma place et avoir mon vécu, ça serait pas mal. Et puis, si cette personne, elle pouvait avoir mes valeurs, ce serait pas mal aussi. Mais bon, je demande un petit peu trop, mais je te dis juste 3 items dont moi, je me sers pour sélectionner les gens qui peuvent m'aider là-dedans. Mmh. Et ensuite, je vais regarder autour de moi et je vais essayer d'avoir des options. Et tant que j'ai des options, je continue. Si je n'ai plus d'options, c'est là qu'il faut arrêter. Tout simplement. C'est comme ça que je vois la Et persévérance. choisir un autre chemin, c'est ça? Et choisir peut-être un autre chemin, une autre quête, Pour quelque chose continuer. d'autre. Ou peut-être y revenir plus tard, quand peut-être j'aurai des options qui me reviendront. En tout Mmh. cas, c'est ça que, voilà, que je peux te dire sur la notion de persévérance. Très bien, merci pour cette belle, définition. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire à la fin de cet épisode, Non, Yannick? je sais rien de plus. J'ai passé beaucoup de plaisir à être avec toi. Merci beaucoup. Il est 10h10. Je ne sais pas si quand vous écouterez le podcast, ce sera pas cette heure-là, mais moi, en tout cas, quand on clôture le podcast, il est 10h10. Je ne sais pas si c'est un signe, mais je trouve ça cool. En tout cas, donc, Oui. non, j'ai rien à dire. J'ai passé beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Merci, moi aussi, franchement, merci beaucoup pour, toute cette, en tout cas, énergie, ces informations. J'ai partagé un moment magnifique et puis, tu nous as partagé aussi une histoire, très touchante qui m'a touchée, en tout cas, personnellement. Merci, merci, Yannick, voilà. Merci d'être toi-même, en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Merci pour l'invitation. C'est vraiment Merci, adorable. merci, prends soin de toi. Au revoir. Toi aussi, ciao.